On va continuer avec une nouvelle table ronde, je vous demande de rester, qui est très intéressante et qui est exactement dans la suite de ce qu'on vient de dire. C'est le numérique vecteur d'inclusion, et notamment, évidemment, dans les zones sous-denses, avec une sous-densité médicale ou un accès aux soins qui est difficile. Donc je vais demander aux orateurs de venir nous rejoindre. D'abord à Philippe Baudouin, qui est directeur d'un practice Smart City d'IDAT, DigiWorld, et qui aura pour rôle d'animer cette table ronde. Cassil Brenière, qui est directrice adjointe de l'Agence française du développement au Maroc. Bonjour madame. Et puis le professeur Hassan Ghazal, qui est président de la Société savante marocaine, justement, de télémédecine. Donc nous avons déjà beaucoup parlé de vous dans la table ronde précédente. Philippe Baudouin, je vous donne le micro. Merci beaucoup. Bah, si vous voulez, mais si j'ai une valeur ajoutée, mais j'en suis pas sûr. Je vous laisse faire. D'accord, merci. Merci, donc je prends le relais pour cette dernière table ronde. J'espère que je réussirai à vous tenir en haleine avec nos deux intervenants. Il n'y a pas de raison d'ailleurs, puisque le sujet, je pense, va venir compléter ce qui a pu être dit jusqu'à présent. Et je pense apporter aussi un angle un petit peu différent, puisqu'on a pu s'apercevoir de l'embellie qu'il y a en fait autour du développement de la santé numérique et tel que ça a été présenté depuis ce matin, et de s'apercevoir qu'effectivement il y a des développements qui sont en cours, qui ont des promesses extrêmement importantes et qui ont des engagements de ressources diverses, à la fois scientifiques, de recherche industrielle et aussi d'accompagnement des pouvoirs publics, qui sont considérables, donc qui laissent entrevoir des vrais changements pour les années à venir. L'intérêt et l'objet que on souhaite maintenant discuter ensemble, c'est d'être peut-être faire un retour un peu plus terrain. Ça vient peut-être aussi de mon background à l'IDAT. Moi, je travaille avec les territoires et principalement avec les acteurs publics dans l'accompagnement de leur politique publique numérique. Et donc, à un moment donné, on va dire, pour parler un petit peu trivialement, on va être les pieds dans la boue. On va voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dès lors que on va vouloir mettre en œuvre des projets de développement, des transformations numériques. Et là, on va s'apercevoir et on va être confronté assez rapidement à une certaine réalité qui nous questionne sur l'inclusion numérique et autour de laquelle je vais être amené à discuter avec nos deux intervenants. J'ai essayé de reprendre quelques éléments là en termes d'introduction et de contexte pour voir en fait ce qu'il en était. Je me suis appuyé sur une enquête. Alors il y a différents observatoires. La NRT conduit un observatoire sur l'internet au Maroc. Il y a également donc une enquête récente qui a été faite et qui a été publiée début 2019 par BVA et Orange sur le numérique au Maroc, inclusion ou exclusion. Et il y a quelques éléments qui sont intéressants à retenir, peut-être en guise d'introduction, c'est que il y a des facteurs positifs sur le niveau d'appropriation. Il y a de l'ordre de 75% en fait d'appropriation en termes de connexion Internet, de personnes qui possèdent un accès à une connexion Internet, y compris sur un taux d'adoption important du smartphone. Ça, c'est quand même une réalité tout à fait importante pour le contexte marocain. Mais au-delà de ça, si on va un petit peu plus loin, voir donc aussi peut-être dernier point, une couverture également, notamment de réseaux mobiles et 4G qui aujourd'hui est importante. Mais si on creuse un peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y a encore des fragilité, des fractures. Derrière, en fait, ce pourcentage de connexion, de possession d'une connexion Internet ou de smartphone, on va s'apercevoir que les territoires ruraux sont sous-équipés, sous-représentés par rapport à ça, que là aussi, sans grande surprise, il y a une fracture générationnelle aussi, donc avec les personnes âgées. Donc on va se retrouver là aussi confronté à cette question donc d'inclusion numérique. Et là aussi, dernier point dans mon introduction que je voudrais souligner, c'est que il y a une prise de conscience, je pense, à peu près générale aujourd'hui. Quand je dis générale, c'est-à-dire qui n'est pas cantonnée aux pays européens ou aux pays africains, une prise de conscience sur le fait que le numérique ne va pas tout faire, ne va pas tout régler, c'est pas la solution miracle. Et la prise de conscience
d'éléments de résistance qui peuvent s'expliquer de différentes manières, et qui fait que c'est pas le tout de dire qu'on développe des formulaires en ligne pour accéder à ces droits ou à ces démarches administratives. Encore faut-il qu'elles soient développées dans un langage qui soit compréhensible pour les publics auxquels ils s'adressent. Et ça, que ce soit en France ou que ce soit au Maroc, il y a des enquêtes qui montrent que ce n'est pas toujours le cas. Donc on est face à en fait une complexité administrative qui va se reproduire dans l'ère du numérique, complexité administrative qu'on connaissait dans l'ère physique, on va dire. Donc c'est là aussi un enjeu important pour qu'en bout de course, tous ces développements soient acceptés par l'ensemble des populations. Alors je ne vais pas m'appesantir plus que ça dans mon introduction. Je voudrais donc vous présenter les deux personnes qui vont m'accompagner pour ce moment partagé avec vous. Donc Madame Cacile de Brénière, qui est directrice à l'AFD et qui est ici sur Rabat. Et donc là, je vous passerai la parole tout de suite après ce premier tour de table. Et puis donc le professeur Ghazal, qui est président de l'association savante marocaine Télémédecine et Télésanté. Je vais peut-être inverser, mais je vous laisserai reprendre derrière. Donc je vais commencer avec vous, si vous voulez bien, Madame Brénière, pour peut-être reprendre et rebondir sur cet aspect d'inclusion numérique et la perception que vous en avez de cette réalité et des projets que vous êtes amenés là aussi à accompagner. Merci beaucoup. Effectivement, donc ça a été dit. Donc moi, je suis bonjour d'abord à tous. Je suis donc directrice adjointe de l'Agence française de développement basée ici au Maroc. Et à l'AFD, la question du numérique, c'est une question qui nous occupe beaucoup, la transition numérique en particulier. On pense que les pays en développement, grâce à la transition numérique, pourront peut-être prendre des raccourcis de développement qui n'ont pas été possibles dans le développement au nord. Et donc, c'est des choses qu'on regarde en particulier. On pense que c'est une opportunité unique, en particulier dans le secteur de la santé, et que ça peut amener vraiment à modifier profondément l'organisation des secteurs. Ça a été dit, donc au Maroc, on est dans une situation particulièrement favorable puisque on a quand même 75% des 18-65 ans qui ont un smartphone, 98% des ménages qui ont accès à un smartphone et à peu près 75% qui ont accès à Internet. Donc on pourrait se dire effectivement, on est bien plus avancé que dans beaucoup de pays où on travaille. L'AFD travaille beaucoup en Afrique subsaharienne, dans les pays les moins avancés, etc. Et ici, en termes d'infrastructure, il y a vraiment un potentiel qui est assez important. D'un autre côté, on a un secteur de la santé dans lequel il y a eu de gros progrès, que ce soit sur la santé maternelle et infantile, l'accès aux soins hospitaliers, mais où on sait, et on en a longuement parlé auparavant, qu'un des défis, ça reste les ressources humaines et la disponibilité des médecins, les déserts médicaux, et que donc on a besoin en fait de développer ça, et on se dit naturellement la télémédecine, la e-santé, etc., c'est des pistes qui sont très adaptées ici. En plus, on a le développement ici des maladies chroniques, donc liées à l'âge, etc. Et c'est pareil, c'est des maladies qui nécessitent beaucoup de données. Donc voilà, tout ça fait penser qu'effectivement, c'est une formidable opportunité. Mais néanmoins, la question de l'inclusion numérique, en fait, dans le secteur de la santé comme dans les autres secteurs, elle pose un certain nombre de questions. L'inclusion numérique, c'est de se dire que les personnes cibles, donc là on parlait des déserts médicaux, donc les gens dans le secteur rural, en particulier les femmes qui sont souvent en charge de la santé des enfants, plus que les hommes, donc dans le secteur rural, les personnes plus âgées, puisqu'on parlait des maladies chroniques, est-ce qu'elles vont avoir accès finalement à ces systèmes et est-ce que ça va être inclusif pour eux ? On voit bien, quand on réfléchit, évidemment, en termes d'opportunités, un ingénieur de la Silicon Valley ou une femme du Sahel, pour accéder à un service de e-santé, à de la télémédecine, etc., il n'a pas les mêmes besoins, les mêmes chances de son côté. Et ça repose sur un certain nombre de choses. Il y a l'accès infrastructure, 4G, 5G, etc., couverture. Donc ça, on voit qu'au Maroc, même s'il y a encore des progrès à faire comme partout, on est quand même relativement bien. Mais il y a aussi la question de la langue, la question de l'alphabétisation, la question de l'adaptation de tous ces services qui vont être fournis aux
aux personnes cibles, hein, qui sont d'ailleurs assez différentes, hein, que ce soit dans l'oriental, dans le sud, dans le nord, dans les villes, etc. Ben, on voit qu'on a des populations très différentes, qui ont des besoins différents, des cultures différentes. Et puis, on voit aussi que ces gens n'ont pas tous conscience de ces opportunités, la même conscience. C'est-à-dire qu'ils peut-être en ville, il va y avoir des gens qui vont se dire, ah ben oui, moi je sais, le numérique, c'est, voilà, je l'utilise tous les jours, etc. Et puis, il y a des gens peut-être dans le secteur rural qui théoriquement ont accès, ont la couverture, ont un smartphone, mais ils n'auront pas conscience que ça peut leur servir à ça. Et là, en fait, la question, et je suis vraiment heureuse d'avoir été invitée sur le thème de l'inclusion, parce que je pense que c'est vraiment au cœur de ce qu'on cherche à porter. La question, c'est de se dire, finalement, cette transition numérique, il y a un risque qu'elle accentue les inégalités. Et que finalement, les gens qu'on cherche à cibler, ben, ce soient aussi ceux auxquels on ajoute en fait des difficultés d'accès. Donc, c'est-à-dire que déjà, ils ont du mal à accéder aux services de santé normaux, mais il ne faudrait pas qu'en plus, on leur rajoute une barrière numérique. Et donc, comment faire pour limiter ça? Alors, évidemment, il y a des tas de choses qui peuvent être faites. Et c'est des choses qu'il faut vraiment pousser. Et je pense que finalement, c'est une formidable opportunité, la e-santé au Maroc, mais c'est aussi des gros défis. Et tout dépendra finalement de comment on arrive à adresser ces défis. Donc, former, orienter les interfaces pour le public, hein, c'est un peu ce que vous disiez, qu'on ne se retrouve pas à transposer des administrations parfois difficiles à comprendre pour les usagers dans le numérique qui rajoutent encore une barrière. Et puis essayer d'accompagner l'utilisation, hein, peut-être montrer aux gens, voir comment. Alors je sais qu'il y a plein d'exemples, on cite toujours l'exemple du chèque numérique haptique en France, de voir comment en fait finalement les services qui vont produire et compter sur la e-santé, comment ils peuvent en même temps essayer de permettre à leur population cible d'avoir accès et de les accompagner là-dedans. Donc est-ce qu'il y a des gens, des plus jeunes qui peuvent aider des plus anciens, des plus urbains, des plus ruraux, etc. Enfin, comment organiser tout ça? C'est tout un écosystème. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait à l'AFD là-dessus? Alors, de façon générale, dans le monde, on a pas mal travaillé sur des challenges innovation avec des startups. On a financé pas mal de startups qui font des outils de e-santé, qui sont d'ailleurs super utilisés, hein, au Cameroun, sur des problèmes d'accès aux soins, de cartographie des soins. Également au Kenya, il y a une application qui s'appelle CarePlay qui a été développée avec des financements. Évidemment, on travaille aussi beaucoup, et c'est notre rôle. Au Maroc, on est en train de travailler avec l'ADD pour essayer de développer et de mettre à leur disposition, et ça devrait voir le jour bientôt, un mécanisme d'échange avec ce qui est fait en France sur les startups d'État, justement, pour voir comment inclure toutes ces petits développeurs d'applications qui souvent sont très orientés usagers pour qu'elles puissent être intégrées. Et puis après, bien sûr, il y a la question du passage à l'échelle, parce que tout ça, c'est des petites choses. C'est des petites choses intéressantes, mais c'est des petites choses. Et donc, on essaye d'accompagner. Alors, en particulier, on l'a fait en Tunisie, on est en train de le faire au Maroc. Le ministère de la Santé, dans le développement de sa feuille de route numérique, avec des choses qui ont été d'ailleurs dites, hein, prioriser les chantiers, se mettre sur ce qui est essentiel dans un premier temps, faire des étapes, aboutir, avec la question de la gouvernance multi-acteurs. On voit que souvent, il y a plein de choses super qui sont faites, mais de façon désordonnée, en silo, etc. Et qu'il y a nécessité d'avoir une gouvernance, une coordination des écosystèmes. Et puis tout ça, au fond, comme pour l'usager de se former, c'est aussi vrai pour les ministères, les administrations, les services de santé. C'est un changement de culture. Et ça, c'est, je pense, un des défis qu'il faudra vraiment relever pour pouvoir avoir toutes les opportunités qu'on voit sur ce secteur de la e-santé, en particulier au Maroc. Voilà. Merci pour ce tour d'horizon un peu de ce que vous proposez. Je pense que ce qui ressort, hein, c'est deux choses. C'est d'une part la prise de conscience de la nécessité d'accompagner. Une chose, c'est effectivement de définir une politique publique. L'autre chose, c'est de se doter cette politique publique de moyens, donc d'équipements. Ça, je dirais que c'est généralement le plus facile. Et ce qui est le plus compliqué, c'est d'assurer ensuite, dans cette mise en œuvre, la mise en place des ressources d'accompagnement pour à la fois les services concernés et surtout pour les publics et les bénéficiaires concernés. Il
Il y a, alors c'est toujours pareil, souvent on essaie dans une démarche de benchmark ou d'analyse comparative de voir ce qui se passe dans d'autres territoires en matière d'inclusion numérique. On sait que dans des pays européens, il y a eu au cours de ces 20 dernières années beaucoup en fait d'initiatives autour d'espaces publics numériques, qui étaient des points ressources qui ont été proposés, qui ont certes joué leur rôle dans leur temps, qui sont aujourd'hui questionnés sur finalement comment est-ce que ces types de ressources peuvent évoluer pour continuer à apporter justement une aide et un soutien aux populations. Mais on s'aperçoit néanmoins que c'est pas suffisant, puisque un pays comme la France semble découvrir, c'est ça qui est assez étonnant, semble découvrir qu'il y a au moins 20% de sa population qui est en situation d'électronisme, donc d'être à côté de cette fameuse société de l'information. Ce qui paraît relativement aberrant, mais bon, au moins on ouvre les yeux, et donc peut-être que ça va donner la possibilité maintenant de faire quelque chose. Au Maroc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette structure d'espace de ressources. Il y a eu des initiatives qui ont été lancées. Moi j'ai souvenir, pour avoir travaillé sur Casablanca il y a 2 ans, de partenariats qui avaient été lancés avec des constructeurs informatiques pour mettre en place de telles sources dans des foyers notamment ou dans des centres éducatifs, mais c'était ponctuel. Et l'Agence du développement digital va essayer de relancer là aussi avec la Poste Maroc des initiatives dans ce sens-là. Donc je dirais qu'il y a aussi des éléments qui peuvent permettre peut-être de penser à ce qu'on puisse renforcer cet accompagnement. On va revenir, si vous le voulez bien, et se refocaliser sur la télémédecine, point qui a été abordé d'ores et déjà dans la table ronde précédente. Et on va apporter finalement un regard complémentaire avec vous, professeur Ghazal. Alors en fait, l'idée c'est de pouvoir effectivement d'avoir un premier point sur votre perception de où le Maroc en est. Votre perception à vous, à partir notamment de votre expérience au sein de votre association, de votre expérience professionnelle, et puis à l'international aussi, puisque vous avez une vision internationale. Et puis après, on reviendra aussi sur les perspectives et de votre point de vue, là aussi, les conditions pour que ce qui se présente à travers ce qui a été aussi discuté précédemment puisse se mettre en œuvre dans les prochaines années. Merci, docteur Baudouin. Merci à Prénière d'avoir fait l'introduction, l'exercice difficile. Je remercie les organisateurs de m'avoir accordé cette opportunité de pouvoir exprimer mon point de vue sur le point de vue de notre association et de l'expérience à l'international. De fait qu'aussi je suis ici aussi à titre de représentant de l'Association internationale de télémédecine, où je siège dans le bureau. Et donc, c'est à la fois, j'essaierai plutôt de mettre l'accent sur la particularité, l'expérience marocaine et des difficultés qui s'imposent, qui se sont exprimées au cours des dernières années, où il y a une certaine prise de conscience et une volonté de mettre à l'œuvre des expériences de télémédecine et de numérique en général. J'aimerais enchaîner sur le point de vue que vous avez suscité, celui du clivage numérique. Effectivement, c'est paradoxal parce que si on cherche à actionner une certaine inclusion des personnes exclues via le numérique, il faut penser au clivage numérique, parce que là peut-être c'est le contraire. Et là ça me permet de raconter une expérience tout à fait marocaine, celle de rendez-vous en ligne. C'est une expérience qui a été initiée par l'ADD, l'Agence de développement digital, lorsqu'il était dirigé par Madame Samia Chakri, qui était aussi responsable de la division d'informatique et méthode au ministère de la Santé, et donc il avait les deux expériences à la fois digitale et sanitaire, et donc il a lancé ce projet, mais à titre personnel. C'était une initiative personnelle. Il était convaincu qu'il fallait mettre à l'œuvre à la fois son expérience santé et son expérience informatique et son expertise informatique pour mettre au service de la population marocaine un service numérique. Et le rendez-vous en ligne a pris du temps pour être exploité à l'échelle nationale parce qu'il y a une réticence des médecins.
essentiellement, il n'y a pas que les médecins, mais réticence des médecins, parce que, pour des raisons spécifiques au Maroc, parce que, vous le savez, les médecins marocains, ils ont le droit de faire de ce qu'on appelle de la TPA, c'est-à-dire le temps, selon le règlement TPA, temps partiellement aménagé, c'est qu'ils ont le droit d'aller pratiquer au privé pendant une certaine période, et pour éviter les contrôles, parce que rendez-vous en ligne, ça veut dire qu'il y aurait plus de contrôles, et ça embarrasse quelques médecins, et donc il y avait une certaine réticence. Ça a pris du temps pour la généralisation, jusqu'au moment où le projet a gagné un prix au sommet gouvernement à Dubaï. Et à ce moment-là qu'il y a eu cette ruée vers l'or, et le projet a pris beaucoup plus de succès au niveau du Maroc, un succès tel que au niveau d'un hôpital à Fès, on a constaté qu'il y avait 98% de rendez-vous qui sont pris en ligne. Ce qui était paradoxal. Samia Chakri présentait ce travail lors d'une conférence qu'on organisait avec le réseau Catel français, les journées de téléconférence, de visioconférences planétaires qu'ils organisent chaque année. Il avait présenté ce travail, il a eu cette question. Est-ce que vous osez dire que le Maroc est plus avancé que la France dans le numérique ? Parce que nous, en France, on n'a pas encore atteint 98% de prise de rendez-vous en ligne. Et la réponse était, elle était double. D'abord, pourquoi le rendez-vous en ligne a réussi facilement? Parce que, effectivement, la faiblesse qu'il y avait, que la majorité des hôpitaux marocains n'avaient pas de système d'information hospitalier, c'est ce qui a fait qu'il était facile de les convaincre d'utiliser un hub central au niveau de l'ADD, qui leur facilitait la tâche, leur éviterait des investissements en personnel et en infrastructure. Et donc c'était facile d'avoir cette page, ce site web qui est accessible à tous les hôpitaux du Maroc. Et donc là, ça a été facile d'implémenter à l'échelle nationale ce projet. Et deuxième point, concernant le cas spécifique de l'hôpital Rsani à Fès, c'était en fait parce qu'on a fait une approche culturelle qui tient compte de la réalité locale, la réalité effectivement de clivage digital, c'est-à-dire que on a constaté, vous savez, le clivage digital au Maroc, il est grandiose. C'est vrai que les jeunes Marocains aujourd'hui sont très preneurs, très consommateurs de digital, mais ma génération et la génération de mes parents, ils n'ont rien à voir avec ils ont peu à voir avec le digital, et donc on n'a pas encore ça dans le sang. Et la solution, c'était d'exploiter l'existence des téléboutiques autour de l'hôpital. Et donc, on a fait une formation aux gérants des téléboutiques autour de l'hôpital pour qu'ils aident les personnes à difficultés numériques, difficultés d'alphabétisation numérique, à pouvoir bénéficier de ce service. Et donc, il fallait les envoyer dans les téléboutiques. Et ben, il fallait aussi préparer l'agent de sécurité qui devrait gérer des files d'attente énormes pour simplement des prises de rendez-vous. Et bien, le type disait à la personne, vous avez le choix entre attendre 2-3 heures pour prendre votre rendez-vous, ou d'aller vers la téléboutique à côté, en 2 minutes, vous avez votre rendez-vous, mais alors vous allez payer 5 dirhams. Et bien sûr, il fallait donner un peu de bakshish à l'agent de sécurité afin qu'il encourage les gens à envoyer les patients dans... Donc au final, c'est une réussite. C'est une réussite, mais c'est une réussite parce qu'il tient compte de clivage numérique, de la réalité culturelle. Et donc, ça me permet de rebondir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure. Oui, c'est effectivement la télémédecine, c'est facile à faire, mais la réalité que je constate avec la majorité des médecins que j'ai eu la chance de contacter, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pratique de télémédecine réellement dans l'art et la manière, dans l'art de métier qui se fait au Maroc. Et alors peut-être quelques éléments d'explication sur justement cette situation que vous percevez. Oui, l'explication, elle est en fait complexe. D'abord, il y a surtout, mais elle est surtout d'abord culturelle. La majorité des médecins ne sont pas convaincus que la télémédecine va leur apporter quoi que ce soit. Certains même sont convaincus que la télémédecine est un concurrent
Certaines pensent que ils sont déjà assez débordés avec ce qu'ils font. Ils n'ont plus le temps pour faire la télévision. Et ceci est constaté même à l'international, c'est-à-dire au niveau. Oui, ça c'est des éléments de résistance qui sont somme toute assez communs et qu'on retrouve un peu partout. Alors peut-être là aussi pour continuer par rapport à votre perception de la situation, est-ce qu'on va pas, alors c'est un raccourci assez rapide hein, que je me permets de faire, mais éventuellement se retrouver dans la situation que vous aviez décrit tout à l'heure sur la prise de rendez-vous en ligne, c'est-à-dire un moment où, certes, effectivement, il y a de la résistance, c'est un système nouveau qui se présente, qui vient bousculer un certain nombre d'habitudes, qui vient aussi apporter des nouveaux acteurs, etc. Et puis, de cette... alors là, en plus, élément complémentaire, c'est quand même, avec la stratégie nationale, la volonté, ne serait-ce que de démarrer avec une centaine de centres de santé pour le déploiement. Donc là, il y a quand même une ambition qui est affichée d'y aller, et donc finalement d'avoir cette période un peu de transition difficile à passer, mais qui derrière va aboutir à quelque chose de positif. Qu'est-ce qui peut, de votre point de vue, permettre justement de dépasser cette situation de résistance? Voilà, la situation oui. Donc la situation de résistance, elle est en train d'être passée. J'ai discuté avec un médecin pratiquant de la télémédecine à l'université Mohamed VI de Casa, qui est impliqué dans l'expérience proof of concept, preuve de concept, qui se fait au niveau des régions montagneuses de la région de Bimilal, Midelt et Golmim. Donc au niveau des zones montagneuses les plus touchées par l'exclusion, de fait qu'ils sont montagneuses et de fait qu'il y a qui sont difficilement accessibles par l'humain d'abord, avant de parler de la santé. Et donc je discutais, la personne me disait que il n'était pas convaincu que la télémédecine pouvait être utile jusqu'au moment où il a participé à cette expérience proof of concept où ils ont, si vous me permettez, je peux vous raconter un petit peu l'expérience de terrain, parce que oui, la théorie c'est très intéressant, mais la réalité sur le terrain, c'est elle qui nous intéresse, en tout cas en ce qui concerne ma contribution. Ce médecin, après une année, parce que l'expérience a débuté en octobre 2018, donc après une année presque, il est convaincu que la télémédecine est très utile. Et ce n'est pas le seul cas, c'est-à-dire c'est le cas de plusieurs médecins qui ont contribué et qui ont un jugement assez positif de cette expérience. Et c'est ce genre d'expérience qui vont nous permettre de passer à l'échelle. Et donc, pour vous dire, dans cette expérience-là de terrain, c'est-à-dire les problèmes qui se présentaient, c'était... D'abord, il faut tenir compte de la réalité. Tout à l'heure, un des collègues qui était dans la table ronde avant parlait de problèmes de langage. C'est l'un des problèmes. Mais même en arabe, ça va être très difficile de communiquer via écran interposé avec un médecin. Et donc le constat qui a été fait, c'est que par exemple des maladies on a honte d'exposer, telles que les maladies sexuellement transmissibles, on doit mettre du temps avant de convaincre le patient de s'exprimer de façon plus ouverte, du fait qu'à côté de lui, il n'y a pas un médecin, il y a un infirmier. Et cet infirmier, il est du village, et donc on a du mal à lui raconter des choses assez intimes. Or, on fait moins de confiance à un infirmier qu'à un paramédical, qu'à un médecin, de fait que le médecin, il est... Et donc, je reviendrai peut-être après sur cette expérience pour proposer les recommandations, pour mieux améliorer ce service et passer à l'échelle. Oui, moi je trouvais ça très intéressant ce que vous avez raconté au départ sur les rendez-vous médicaux et je voulais réagir là-dessus parce qu'il me semble que en fait finalement le fait que ces rendez-vous fonctionnaient assez mal et qu'il y avait 3 heures de queue, ça a été finalement une opportunité
pour développer le digital. Et si on fait un parallèle avec d'autres secteurs, on se rend compte, par exemple, si on parle du e-banking qui a extrêmement bien marché dans le numérique, en particulier en Afrique de l'Est, moi je suis intimement convaincue que c'est entre autres parce que les banques fonctionnaient mal et que du coup, les gens, ils ont fait cet effort plus facilement de se mettre sur le numérique parce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives. Et je me dis que finalement, peut-être dans les endroits où il y a le moins de médecins, les déserts médicaux, etc., ce sera peut-être positif d'avoir une pression sur les patients et les utilisateurs pour que finalement, les téléboutiques par exemple, qui se sont mises à accompagner, je trouve ça super intéressant. Parce qu'on voit qu'en France, on met en place des centres, etc., pour recueillir les gens et on n'arrive pas à les faire venir. Et à côté de ça, ils peuvent aller dans une téléboutique où en plus ils payent de leur poche et chercher. Voilà. Donc je me disais que c'était vraiment intéressant de se rendre compte que finalement, le fait que dans les endroits où l'accès aux soins est moins facile, ça puisse être aussi une opportunité pour faire changer la culture, quoi. Je pense que réellement c'est là où se trouve l'enjeu, c'est-à-dire c'est toujours avec ce parallèle par rapport à ce que vous disiez sur le système de rendez-vous en ligne, c'est-à-dire que le point de départ des clés d'explication du succès, c'est de dire que finalement, il n'y avait pas encore trop de systèmes implémentés dans chaque centre hospitalier, etc. Donc, il n'y a pas eu ce temps nécessaire. On a pu passer directement à l'étape suivante. Et je pense que là, voilà, c'est là où ça se présente avec le numérique dans certains cas. Et les exemples de mobile monnaie, notamment dans certains pays d'Afrique subsaharienne, le succès, il est là. Parce que justement, on y va directement. Quoi. À partir du moment où le service est disponible, ça peut se mettre en place très rapidement et apporter un gain pour le bénéficiaire qui est incroyable, quoi, en termes de gain de temps, sans devoir transformer pendant X temps une organisation. C'est les raccourcis de développement, quoi. C'est-à-dire que pourquoi le mobile banking, ça ne marche pas en France, au Maroc? Parce que les banques marchent bien, quoi. Alors que là où il n'y avait pas de banque, finalement, ça a été une opportunité d'aller plus vite en utilisant le numérique, quoi. Alors, pour revenir peut-être, alors on a encore quelques minutes, encore 5 minutes, pour revenir sur le thème aussi qui nous importe sur la santé numérique et sur, là aussi, partager votre perception sur les clés de réussite pour demain. On s'aperçoit que il ne faut pas non plus avoir la prétention de vouloir tout faire en même temps. C'est pas parce qu'on va mettre en place des centres connectés à droite à gauche que du jour au lendemain, tout va pouvoir se résoudre sous forme de télémédecine. On voit bien qu'il y a toujours en fait ce parallèle à faire entre un choix sur des besoins, des pathologies spécifiques, c'est-à-dire sur un territoire donné, à quoi doit répondre cette nouvelle organisation à travers la télémédecine. Alors vous citiez tout à l'heure le cas qui est peut-être justement, peut-être sans doute pas par là qu'il faut commencer, c'est le cas des maladies sexuellement transmissibles qui posait des problèmes de confidentialité, de rapport à la machine, voire à l'accompagnant vis-à-vis du patient. Donc peut-être que de votre point de vue, où se trouve là aussi, d'un point de vue santé publique, les priorités sur lesquelles la télémédecine peut apporter un plus au Maroc dans les prochaines années à travers l'infrastructure qui va se mettre en place. Une très bonne question et difficile question. Tout d'abord, ce retour d'expérience, des expériences pilotes qui ont foisonné ici et là. Avant cette expérience de l'université Mohamed VI, gérée par la Société marocaine de télémédecine, en parfaite coordination avec les instances gouvernementales. Je crois que cette expérience, elle a beaucoup d'atouts de réussite, de fait qu'il est fait suite à une étude qui est assez forte, assez profonde, et qu'il y a eu cette idée d'implémenter le projet de 160 sites et de toucher les 2 millions d'exclus ruraux sur 3 phases. Phase proof of concept, phase pilote et puis phase de généralisation. Le proof of concept est très informatif à plusieurs niveaux, aussi bien au niveau culturel, mais au niveau technique aussi, parce que ça nous permet de
voir les problèmes, les limitations au niveau technique. Et là, je tiens à signaler qu'il y a ce problème où les opérateurs télécoms doivent faire un grand effort pour la couverture 5G des zones isolées si on veut réussir une vraie implémentation de la télésanté dans ces zones excluses et qui sont les premiers. Et puis, il y a le côté culturel. Il faut essayer de convaincre les professionnels de la santé, d'abord parce que il y a les patients qui ne sont pas aussi très conscients de l'importance, et puis il y a le côté ressources humaines. Et là, il faut dire qu'au Maroc, nous avons essayé de mettre au point un master de télémédecine à l'université Mohamed VI de Casablanca, que j'ai eu la chance de coordonner. Et là, nous avons un grand problème de trouver les experts qui peuvent enseigner. Et donc, nous avons fait appel aux experts internationaux pour nous accompagner dans la mise en place à la fois de ce master, mais aussi dans son dans sa conception, mais dans son mise en place. Mais quand on a lancé le master, on n'a pas eu d'inscrits. On a très peu d'inscrits. Et c'est un petit peu étonnant parce que d'un côté, on sait très bien qu'on a besoin que la télémédecine est une opportunité. Enfin, la médecine, la santé digitale en général est une opportunité à la fois pour la santé, pour le système de la santé, mais aussi pour les jeunes et l'emploi. Et d'un côté, on n'a pas d'inscrits. D'un côté, le ministère de la Santé dit qu'il n'y a pas de ressources humaines pour accompagner, parce que oui, généralisation des 160 sites, mais qui va former les gens, qui va les accompagner, qui va assurer la gestion de ces centres aussi bien techniques qu'opérationnels. Je crois que c'est là des défis auxquels il faut préparer. Donc technique, culturelle et au niveau réglementaire, parce que la réglementation actuelle, elle est assez rudimentaire. Il devra être il devra être très amélioré, profitant de l'expérience française, mais aussi le remboursement. Donc on a constaté qu'en France, la télémédecine et la loi existe depuis 2011, mais la généralisation se fait depuis la loi sur le remboursement qui a été publiée le 19 septembre 2019. Au Maroc, heureusement que la prise de conscience au ministère de la Santé, elle est là, et mes collègues du ministère de la Santé ici présents, notamment Dr Mounia Bouhaj, m'a confirmé qu'il y a ce travail sur la nomenclature pour pouvoir permettre le remboursement. Ben, il faut tout ce puzzle auquel il faut réfléchir. Je dis ça rapidement, je ne suis pas en train de faire un schéma intégré pédagogique, mais une sensibilisation. Il faut tous ces éléments pour pouvoir prétendre à une réussite. Et ce n'est pas facile. Donc je tiens ici à signaler, la télémédecine c'est très difficile d'implémenter. La preuve, il y a très peu de pays à travers le monde qui ont réussi le passage de façon efficace. Prenons l'exemple de la France, ça prend du temps, la mise en place de tous les systèmes. Au Maroc, on vient de démarrer, il faut attendre un peu de temps avant de voir une vraie implémentation de système. Il faut aller doucement, hein, parce que aller trop vite ne sert personne. Sur certains points, bon, je vous rejoins sur le fait que ça peut prendre du temps. En fait, c'est vrai que si on fait un retour en arrière, nous à l'IDAT, on a eu l'occasion, il y a de ça plusieurs dizaines d'années en arrière, d'accompagner les premières expérimentations avec la DATAR, donc sur l'organisme en charge d'aménagement du territoire en France, de télémédecine sur des réseaux périnates, sur la périnatalité. Donc on était dans cette phase d'apprentissage, dans cette phase d'expérimentation. On a dépassé ça maintenant. On a pu avoir en fait certains témoignages où on s'aperçoit que maintenant, ça y est, c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans le quotidien. Ça n'empêche qu'il a fallu passer un certain nombre d'étapes de résistance classique. Là aussi, moi je me souviens dans un projet, une des résistances était avec par exemple les ambulanciers qui se trouvaient là aussi confrontés à une concurrence par rapport à leur activité. Donc qu'il a fallu accompagner également, parce que forcément, si on le laissait comme ça, on risquait d'aller à l'échec. Donc tout ça, c'est une courbe d'apprentissage. Et je pense que la chance que vous avez, vous, au Maroc, c'est de pouvoir justement gagner du temps sur cette phase d'apprentissage, de tirer profit en fait de ce qui a pu se faire dans différents pays partenaires, que ce soit en Europe ou ailleurs, pour que dans la perspective que vous vous donnez aujourd'hui d'aller dans les 5 prochaines années, vous n'essuyez pas les mêmes plâtres qu'on a pu essuyer en France ou ailleurs. Alors peut-être, je regarde le temps, on a encore 2-3 minutes.
Quelques mots de conclusion sur... alors je vais juste repartir un petit peu plus largement avec vous, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant quand même, c'est de se dire que l'accès aux soins, c'est une chose. On est vraiment dans l'inclusion. Alors l'inclusion numérique, ça rejoint quand même cette question d'accessibilité aux services, qu'ils soient services publics ou services par la population. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est le rôle que vous pouvez avoir, vous, d'accompagnement notamment sur de l'innovation, qui peut être de l'innovation technologique ou de l'innovation sociale, mais quand même avec la question que vous citiez tout à l'heure, qui est comment on fait quid du passage à l'échelle et de l'importance derrière du relais par les pouvoirs publics pour derrière aller au-delà de simplement quelques preuves de concept ou d'expérimentation qui peuvent être utiles. Je ne sais pas si vous avez 2-3 éléments de plus. Oui, merci beaucoup. Effectivement, hein, je pense que, enfin, en particulier dans le secteur du numérique et de la e-santé, c'est très important, enfin vous le disiez, et on est au Maroc aujourd'hui dans le Maroc est en train de repenser son modèle de développement. On voit que les inégalités sont au cœur du sujet. On travaille beaucoup sur les inégalités à l'AFD, et c'est donc très important de faire en sorte que tout ce qui va être fait va plutôt permettre de réduire les inégalités que de les augmenter. Et ça, en fait, tout le monde a un rôle à jouer. Et on se rend compte, en particulier dans le secteur de la santé, il y a plein, et vous en parliez aussi, hein, il y a plein de start-up, d'acteurs privés, d'acteurs publics, etc., qui font plein de choses, mais où en fait tout ça n'est pas forcément fait ensemble. Et pourquoi? Parce que souvent c'est beaucoup plus compliqué de faire des choses tous ensemble que de faire chacun son truc, ça va plus vite, mais à la fin ça ne devient pas forcément cohérent, et puis finalement les effets peuvent s'annuler, alors que si on le fait ensemble ça peut s'ajouter. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye humblement, alors déjà on a un organisme financier, hein, donc on finance des projets. On a, comme je le disais, on a fait pas mal de challenges pour, en fait, finalement, et pas marocains, plutôt africains, en fait, mais il y a des startups marocaines qui concourent aussi, hein, c'est ouvert évidemment aux Marocains. On a fait pas mal de challenges pour essayer social business, innovation, etc., pour essayer de faire émerger finalement et de donner la possibilité à tous ceux qui ont des idées de monter. Mais on essaye aussi de travailler avec les pouvoirs publics, et on le fait au Maroc, entre autres en accompagnant humblement le ministère de la Santé dans l'établissement de sa feuille de route sur 3 axes. Donc le premier axe, c'est prioriser, parce qu'en fait on se rend compte que le chantier est énorme, hein. Il y a énormément de choses à faire, mais que c'est important en fait de faire les choses dans un ordre, et puis d'aller au bout de chaque chose plutôt que de faire en partie tout. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est sur la gouvernance, et on essaye de voir comment accompagner le ministère de la Santé pour arriver à avoir une gouvernance inclusive de l'ensemble des acteurs. Et puis le dernier axe, justement, c'est sur l'écosystème, pour essayer de contribuer à favoriser les échanges et à faire travailler les gens ensemble, hein, public, privé, petit, gros, etc. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, un des succès, ce sera d'arriver à contribuer plutôt à réduire les inégalités que les augmenter, et d'arriver à travailler tous ensemble, en fait. Et souvent, en fait, la question de l'inter-sectoriel, c'est toujours plus compliqué au départ, mais ça marche mieux à la fin. Et je pense que là aussi, un des points importants, c'est qu'il y ait cette ouverture vers l'ensemble. L'inclusion, ça veut dire la prise en compte de aussi tous les avis. Et malheureusement, ce qu'on observe, et c'est encore le cas dans l'enquête que je citais là, de BVA Orange sur le numérique au Maroc, inclusion ou exclusion, c'est que le sentiment que le numérique peut être un facteur de renforcement des inégalités se retrouve aussi fortement ancré au Maroc. Et donc c'est un point là aussi qu'il faut avoir en tête obligatoirement pour orienter des actions de politique publique, pour prouver, pour montrer l'intérêt de la chose, et ne pas rester dans l'entre-soi où on va se satisfaire effectivement de toutes les avancées que l'on comprend. Mais c'est vraiment, voilà, c'est le montrer et le partager. Et bien sûr, dans le domaine de la santé, qui est un des premiers besoins élémentaires de la population, cela se retrouve encore plus. Peut-être juste un mot de conclusion aussi, professeur Ghazal, de votre côté. Merci pour m'avoir accordé
le dernier mot et le message. Et là aussi, si vous permettez, je tiens à rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est cette feuille de route nationale, ou cette stratégie nationale. Je crois que, personnellement, je suis convaincu que pour une réussite de la télémédecine, il faut qu'il soit inscrit dans une vision nationale, dans une stratégie nationale. Et il faut bien sûr féliciter le ministère de la Santé d'avoir y pensé. Il y a un retard, parce que en 2013 déjà, l'OMS a publié ses recommandations à tous les pays membres de pouvoir mettre au point, implémenter une stratégie nationale. Ils ont à cette fin publié un guidelines assez détaillé, assez par des experts du niveau 1 mondial. Et on a dû attendre de 2013 à 2016. C'est-à-dire, entre-temps, il y a 40 pays africains qui ont déjà des stratégies nationales. Donc, le Maroc ne figure pas parmi ces 40 pays, et vous serez étonné qu'il y ait des pays qui ne sont pas très cotés au niveau numérique, et qui ont déjà, maintenant, à quel niveau ils sont avancés, je ne peux pas dire. Mais le Maroc se rattrape, et connaissant la boîte qui se charge de la mise en place, je ne peux qu'être très optimiste à la mise en place d'une vraie stratégie nationale dans lequel doit s'inscrire ce projet de télémédecine par la Société marocaine de télémédecine. Merci. Merci. Ben, écoutez, on va garder cette note d'optimisme pour conclure cette table ronde, et en se disant que les conditions, en tout cas, sont là pour que la télémédecine puisse s'ancrer et contribuer à réduire l'inégalité ou les inégalités dans l'accès aux soins. Je vous remercie beaucoup de votre participation, de votre contribution. Et puis je vais repasser la parole à Jacques pour la suite.